la Santé et du Développement social, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Madame le maire de la commune 4 du district de Bamako, Monsieur le contrôleur général des services publics, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets du Premier ministre et de Madame le ministre de la Santé, Messieurs les secrétaires généraux de la CMSS, de l'INPS, de la CANAM et de l'ANAM, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales, Messieurs les secrétaires généraux des syndicats libres autonomes, Monsieur le Président de la Fédération nationale des retraités du Mali, Monsieur le Président de la coordination des associations de retraités régies par l'INPS, Mesdames et Messieurs les retraités de la fonction publique des collectivités et de la Convention des travailleurs régis par l'INPS, distingués invités. La cérémonie qui nous réunit ce matin est une activité qui se caractérise par son côté innovant, autant qu'elle est organisée par nos aînés, des retraités relevant de la fonction publique de l'État, des collectivités et ceux régis par la convention collective, sur un sujet pas souvent évoqué au cours de la carrière du travailleur, à savoir la problématique de la retraite au Mali. Ce forum, mesdames et messieurs, dont le thème porte sur les acquis et les perspectives, se tient après le mois de la solidarité et aussi après l'adoption du pacte social récemment en 2023, qui lui-même fait suite à la tenue de la conférence sociale en 2022. En effet, les problèmes du monde du travail sont pris en charge par le pacte social. Il est heureux de constater que des retraités qui sont des personnes ressources et des gens d'expérience s'associent aux efforts du gouvernement pour mieux prendre en charge les questions liées au recrutement des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales, le déroulement de leur carrière ainsi que leur sortie de carrière. Vous venez d'ailleurs de faire la proposition de vos services disant à l'État que vous êtes disponible pour apporter votre expérience et votre expertise. Pour rappel, mesdames et messieurs, la gestion de la pension de retraités au Mali a connu diverses fortunes dans son évolution et sa gestion. Avant l'indépendance, la couverture vieillesse était assurée par le régime conventionnel de l'Institut de prévoyance d'Afrique de l'Ouest, IPRAO, qui a vu le jour en 1958 à Dakar, au Sénégal, pour certaines catégories des travailleurs. Après l'accession de notre pays à son indépendance, le 15 mai 1961, la loi 61-58 ANRM a institué un régime de retraite au profit des travailleurs au sens du Code du travail et sa gestion a été confiée à l'Institut national de prévoyance sociale. De 1958 à 1986, le calcul de la pension de retraite était fait sur la base d'un système de points. Mais à la suite d'intenses négociations salariales, je dirais même des luttes, le système de points a été abandonné au profit du système d'annuité avec un taux de remplacement de 2% institué par la loi numéro 86-69 ANRM du 9 août 1986, portant modification du régime de retraite à la République du Mali. Cette loi enrichit le régime existant avec deux nouveaux types de prestations de retraite, à savoir l'invalidité et l'allocation de survivants. Aussi, l'âge d'admission à la retraite a connu une évolution de 55 ans au départ pour toutes les catégories de travailleurs. Il est aujourd'hui de 58 à 65 ans pour les travailleurs des établissements publics à caractère administratif, EPA, et des établissements publics à caractère industriel, EPIC. De 58 à 60 ans pour les travailleurs du secteur privé, depuis l'adoption de la loi 2019-025 ANRM,
du 5 juillet 2019 portant modification du Code du travail en République du Mali. Mesdames et messieurs, le travail ennoblit l'homme, mais il est constant que le rêve de tout travailleur est de mériter une retraite, une bonne retraite, sanctionnée par le bénéfice d'une pension. C'est pourquoi, face aux nombreuses demandes des syndicats de travailleurs et tenant compte du niveau de cherté de la vie, le gouvernement a consenti d'énormes efforts en termes de revalorisation de la pension afin de permettre aux retraités d'avoir des conditions de vie décentes. C'est ainsi que les pensions ont été augmentées de 10% dès 1974. De 1974 à janvier 1991, en avril 1998, de 15% en avril et octobre 1994, de 7% en avril 2001, de 2,15 à 15% en octobre 2005, de 5% en janvier 2008, de janvier 2008 à janvier 2019. On note également que l'État a consenti des efforts d'augmentation des pensions à hauteur de 20%, soit 5% par année en 2015, 19, 20 et 2021. Les montants de majoration consécutives aux différentes revalorisations des pensions est passé de 1,7 milliard en 2015 à 10,480 milliards, soit une augmentation de 606% en 8 ans. C'est aussi l'occasion de mettre en lumière les nombreuses initiatives du gouvernement, telles que la déconcentration des services techniques, la bancarisation des pensions, le contrôle physique périodique, le paiement en ligne des pensions pour certaines catégories. Il s'agit là, mesdames et messieurs, d'autant d'efforts qui illustrent la continuité de la volonté du gouvernement, prise en charge et pratiquement renforcée par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, et celle du gouvernement à améliorer la situation des travailleurs retraités. Les données agrégées de l'INPS montrent que le régime des pensions connaît depuis 2016 un déficit qui malheureusement est devenu structurel avec une évolution croissante d'année en année. C'est ainsi que le déficit du régime des pensions de retraite est de 5,8 milliards pour un déficit cumulé en 2015, de 2015 à octobre 2023, de 51,8 milliards. Autrement dit, les services de cotisation au titre du régime de pension n'arrivent plus à couvrir les charges du régime. À ce tableau, il y a lieu de noter qu'en raison des charges du régime, il a été établi que les cotisations collectées pendant la durée d'activité d'un travailleur sont aussi épuisées au bout de 3 ans en service de droit. Et il est constant au Mali que le service des pensions dure en moyenne 20 voire 25 ans. Ce déficit s'explique non seulement par le niveau de plus en plus élevé des montants de pensions, mais surtout à cause de la dégradation du ratio du nombre de cotisants par rapport au nombre de bénéficiaires des pensions, qui est passé de 4,6 cotisants pour un retraité en 2016 à 3 cotisants pour un retraité en 2023. C'est-à-dire que nous faisons face aujourd'hui à une situation affichant moins de travailleurs actifs pour assurer la prise en charge des retraités. Cette situation, mesdames et messieurs, de déficit des pensions de retraite nous interpelle tous, gouvernants, employés et employeurs. C'est pourquoi je salue la tenue du présent forum qui constitue un espace d'échange interactif entre gestionnaires de pension, bénéficiaires de pension et décideurs politiques en vue de réfléchir et de proposer des pistes de solutions à l'équilibre de la branche pension. Il permettra également de jeter un regard et rétrospectif sur le chemin parcouru par notre pays, notamment sur les efforts de l'État à travers les organismes de sécurité sociale tels que la Caisse malienne de sécurité sociale, CMSS, la Caisse nationale d'assurance maladie, la CANAM,
et l'Institut national de prévoyance sociale INPS. En tout cas, je vous y engage, mesdames et messieurs. J'ai pu vous assurer que le gouvernement accordait la plus grande attention aux recommandations issues de ce forum afin d'examiner à travers les structures compétentes la question particulière de l'uniformisation des traitements, car il n'est pas question de créer deux catégories de retraités dans notre pays. Il semble qu'il y a des frustrations générées par certains retraités suite à des disparités constatées au niveau des pensions depuis l'adoption du nouveau code des pensions le 11 juin 2018. La question, mesdames et messieurs, sera examinée avec attention. En effet, il est clair que tout cela se fait dans le droit fil de la politique sociale du gouvernement de transition, qui, malgré le contexte économique national et international difficile, ne ménage aucun effort pour améliorer constamment les conditions de vie et de travail des employés de l'État. Cela s'est traduit en 2021 par l'harmonisation des grilles au niveau du statut général des fonctions de la fonction publique et autres statuts, et par une augmentation substantielle de la masse salariale de près de 300 milliards de francs CFA, au moment même où notre pays a été coupé de toute aide extérieure. Mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos sur ce chapitre, je voudrais féliciter et encourager les associations de retraités sous l'égide des deux grandes fêtières que sont la Fédération nationale des associations de retraités et la Coordination nationale des associations de retraités relevant de l'UNPS pour cette initiative à travers Madame le ministre de la Santé et du Développement social. Je vous exhorte à vous inscrire dans une démarche inclusive, constructive et participative dans la défense de nos intérêts, compte tenu de la forte sensibilité et de la délicatesse des régimes de sanctions. Mesdames et messieurs, j'avais dit qu'avant de terminer sur ce chapitre, j'ai tiré un certain nombre de conclusions. Maintenant, chers aînés, je voudrais rappeler que je vous ai reçu à la primature il y a une semaine. À ce moment, j'ai touché un certain nombre de questions. Je voudrais ici, à travers vous, entretenir les Maliens et pourquoi pas les Africains sur la situation réelle du Mali. Je vous avais dit ce jour-là qu'en réalité nous avons un devoir vis-à-vis de vous. En Bamana, on dit que chaque homme veut avoir un fils qui fait mieux que lui. La situation du Mali était désespérée. Et je sais que chacun d'entre vous, du fond de sa maison, vivait mal la situation du Mali. Mais que pouvait-il faire? Il a donné tout ce qu'il pouvait au Mali. Et Dieu a fait qu'en 2020-2021, le peuple malien a dit ça suffit. Et toujours par la grâce de Dieu, mon Bodéon sera la Malila. Il y a eu des hommes qui sont venus comme Monebo Aoula. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est que vos prières, vos bénédictions ont abouti. C'est ce que moi je pense. Parce que la situation sécuritaire du Mali était devenue insupportable. Les efforts, tout ce que le peuple a fait, tout ce que vous avez donné pendant que vous travaillez, a été réduit à néant. On nous rabâchait les oreilles avec des discours, avec des sorties télévisées, plus ou moins arrogantes les unes que les autres, dont l'objectif final était d'endormir les Maliens, de les anesthésier pendant des années, 5 ans, 10 ans, 20 ans, en attendant le réveil brutal lorsqu'on ne pourra plus rien réparer. La division de notre pays. Historiquement,
le gouvernement a tout fait. Actuellement, dans ce que les travailleurs demandent, je viens de vous parler de l'augmentation de près de 300 milliards de revenus des Maliens. Au moment même où on nous a privés de près de 600 milliards d'appui de l'étranger. Mais nous avons équipé notre armée, Kamonebo Aoula, le gouvernement, le président, le ministre de la Défense, les chefs militaires. Ils ont équipé, grâce à votre soutien, notre armée en 9 mois, plus que les 30-40 dernières années réunies. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'on a commencé à faire une lecture normale de ce qui se passe au nord. En réalité, quand la rébellion a commencé le 28 juin 1990, mais c'est certains d'entre vous, des retraités aujourd'hui, c'est-à-dire des agents, comment on les appelle, les commandants, les chefs d'arrondissement. Beaucoup d'entre eux sont à la retraite aujourd'hui. D'autres ne sont pas là. C'est avec eux que la destruction du Mali a commencé. On a commencé à s'attaquer au symbole de l'État. 28 juin 1990. Le chef d'arrondissement de Tidermen, on l'a égorgé. On a égorgé son épouse qui était enceinte. On a égorgé les prisonniers. On a égorgé les militaires. Le lendemain, on est venu tomber sur des gendarmes qui dormaient, on les a tous assassinés. Donc, ça a commencé chez nous par des actes terroristes. Et c'est la même personne qui continue à terroriser les Maliens. Mais on a fait une lecture erronée. En ce moment, l'armée, en 3 mois, a réduit la rébellion. Ce que beaucoup de Maliens ne savent pas, c'est qu'avant le changement de régime, le chef rebelle et ses amis étaient là à Bamako. Ils ont été reçus dans des villas ici. On les a fait promener dans le Mali. Et chacun a choisi ce qu'il veut faire au Mali. Certains ont demandé des champs, d'autres ont demandé des voitures de transport pour quitter définitivement la rébellion. Et ils ont dit que tous ceux qui restaient en vie parmi eux, c'était 200 à 240. Ils devaient être tous cantonnés. Et à la suite de tests, ceux qui étaient aptes devaient regagner l'armée. Ceux qui n'étaient pas aptes, on devait leur apprendre des professions. Et le chef d'état-major général de l'armée, le colonel Ousmane Koulibaly, devait être à Gao pour superviser le cantonnement le 28 mars 1991. Ça n'a jamais eu lieu. De 240, ils ont fait balader les autorités maliennes pour venir dire à la suite de la signature du pacte national qui sont 3600. Après, on a intégré 2500 rebelles dans une armée de 7500. 25%. On n'a jamais vu ça dans un pays. On a intégré tous les ressortissants du Nord qui avaient des diplômes. Arabes, Soreil, Tamashek. Sans concours. Alors que les autres Maliens devaient faire les concours. On a intégré, donné des grades de colonel à des gens qui ne savaient ni lire ni écrire. Qui ne savaient même pas faire des grands plans stratégiques. Les Maliens ont accepté tout ça parce que pour eux, la paix n'a pas de prix. Mais qu'est-ce qu'on a continué à dire? Continuer à amadouer. Le chef de l'État lui-même, le 22 avril 1994, il dit que la révolte les rébellions des populations du Nord est d'ordre démocratique. Ça, c'est un discours tenu le 22 avril 1994. Les populations du Nord n'ont jamais demandé, ne se sont jamais révoltées. Ce n'est pas une révolution des populations du Nord. C'est venu de l'extérieur. Toutes les rébellions au Mali, tous les actes terroristes
sont des mouvements organisés par des services secrets de pays étrangers. Aujourd'hui, nous en avons les preuves. Nous avons été aux Nations Unies vouloir donner nos preuves. Les sponsors ont refusé. La première rébellion est venue de l'extérieur chez nous. Celui qui le dit est venu de l'extérieur. La deuxième, c'est la même chose. La deuxième, c'est quoi? Il y a des gens qui écrivent des livres maintenant que nous lisons. Quelqu'un dit qu'ils ont été en Libye, un agent des forces spéciales d'un pays que vous connaissez, pour chercher des hommes qui sont prêts à trahir leur pays pour l'argent et les postes. Quand ils les ont eus, à travers eux, ils ont organisé la chute de Kadhafi. C'est écrit noir sur blanc. Quand Kadhafi est tombé, les mêmes sont allés négocier avec des forces de la sécurité de Kadhafi pour leur dire allez-y au Mali. Notre stratégie a fait qu'il n'y a plus d'armée là-bas. Vous allez diviser et on va vous aider à créer un État. Ça c'est écrit noir sur blanc aujourd'hui. Bon voilà, donc c'est venu de l'extérieur. Ce n'est pas les Touaregs, les Arabes, les Soreilles, les peuples maliens qui se sont révoltés. C'est des gens venus de l'extérieur imposer la violence. Et les dirigeants ont pensé, peut-être à raison, qu'en négociant, en arrangeant, je dirais même en affaiblissant l'armée, ça permet de calmer certains. Mais je vous assure que c'est le contraire. Quand les gens ont su qu'il n'y a plus d'armée, l'armée est totalement affaiblie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez, aujourd'hui nous nous retrouvons avec beaucoup de bruit pour nous tromper. En réalité, il y a des patriotes maliens. Parmi vos enfants, les jeunes militaires, parmi les civils qui comprennent, mais n'avaient pas les moyens de redresser la barre. Est-ce que vous savez, pour vous faire comprendre qu'il y a des gens qui travaillent à la partition du Mali depuis des années, vous savez, le 24 janvier 2012, lorsque les terroristes ont assassiné les Maliens, les soldats maliens en cours de munitions à Guelhom, et que nos parents Touaregs et Arabes, les morts ont été égorgés et éventrés pour montrer aux vivants qu'ils ne doivent pas être fivés à la République du Mali. Les autres d'une balle dans la tête, des crimes de guerre. Est-ce que vous savez que ce jour-là, le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, il dit ceci, je le cite, le MNLA est en train d'emporter d'incontestables succès dont il faut tenir compte. Pendant qu'on commettait des crimes de guerre. Ça n'a pas suffi. Le 4 février, disons le 2 février, Elisabeth Guigou, le 2 février 2013, Elisabeth Guigou, présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, déclare, je cite, « Il faut qu'un plan d'autonomie du Nord soit mis en place. » Ce n'est pas des affirmations graves. Tout ce que je vous dis, c'est documenté. Personne ne peut les démentir. Lors d'une séance du Sénat, toujours en 2012, au mois de février 2012, un sénateur nommé Didier Balou dit ceci. Le Mali a échoué face aux combattants du MNLA. La question de la révolution du peuple de l'Azawad mérite d'être traitée à fond pour une issue définitive. Voilà ce qu'il dit. Le 3 février, le même ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, le récidive, il dit qu'il est venu ici en janvier 2022, qu'il a dit à TT ceci, entre autres, donner l'autonomie, répondez aux demandes d'autonomie des Touaregs. C'est Alain Juppé qui le dit à la télévision française.
Dans le même ordre d'idée, un sénateur, un député dit Alain Marsou, il dit ceci, il n'existe pas un Mali, au minimum, mais au minimum deux. Nous avons avec Serval protégé le premier, celui du Sud, au détriment du second, celui du Nord. Nous sommes tous solidaires de cette erreur. Il convient d'en prendre conscience et de la réparer. La paix dans la région, dans cette région essentielle du Mali, passe par une partition forcément douloureuse, mais il n'y a pas d'autre solution, y compris pour nous Français engagés militairement dans cette zone. Bon, imaginez-vous, tout ça, ça a été dit en 2013. Au même moment, le Conseil de sécurité envoie une délégation ici. Cette délégation rencontre l'Assemblée nationale. Il y a un député qui l'a interpellé. Pourquoi la MINUSMA n'intervient pas pour casser la rébellion? L'ambassadeur de France aux Nations Unies s'appelle Gérard Haro. Voici ce qu'il dit. La MINUSMA ne s'engagera pas dans une guerre. Si le Mali s'y engage, il perdra la guerre. Le même moment, en 2014, notre gouvernement fait un voyage hasardeux à Kidal, où on tue les gouverneurs, on tue les préfets, on fait perdre notre armée. Je dis on fait perdre parce que notre président d'alors n'a pas le courage de dire la vérité. Il dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas, il n'a pas dit. Mais les militaires qui sont réfugiés à la MINUSMA, quand l'armée a voulu récupérer les armes, parce qu'on les a désarmés en rentrant à la MINUSMA, voici ce que dit monsieur le chef d'état-major de la MINUSMA, monsieur Hervé Gomard, un général français. Il écrit ses mémoires que je suis en train de lire aujourd'hui. Comment ils ont divisé le Mali. Vous savez ce qu'il dit aux Maliens? Il dit que ces armes-là n'appartiennent pas au Mali. C'est un butin de guerre qui appartient à la SEMA. Donc l'armée malienne ne peut pas les avoir sans l'autorisation de la SEMA. Ça, c'est en 2014. On fait intervenir un chef d'État étranger qui vient faire signer à notre pays des accords que vous connaissez. Vous les connaissez là où il croupit maintenant. Le Mali est un pays béni. Tous ceux qui trahissent le Mali, que vous soyez de l'intérieur du Mali ou de l'extérieur, Dieu ne vous laissera pas, il va vous punir dans ce monde-là. Tous les chefs d'État qui ont comploté contre le Mali dans la rébellion, ils ont perdu les élections et dans les pays africains, on les a utilisés. Ils sont tous en prison ou ils sont en exil. Personne ne survivra aux malédictions du peuple malien parce qu'on l'a provoqué. On n'a rien fait pour mériter cela. Et vous savez qu'en 2015, au moment où on signait l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, au même moment, Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, il dit « Le Sud et le Nord ont essayé de vivre ensemble, mais cela n'a pas été possible. Il faut une autre forme de gouvernement pour conforter le vivre ensemble. » Ça, c'est ce qu'il dit le jour même de la signature de l'accord. Il dit ça sur RFI. Et il y a un chef rebelle qui répond, il dit des groupes armés au nord du Mali. Ça, c'est un Français encore, qui lui dit, le 21 novembre 2017, le chef d'état-major de Barkhane, le général Christian Aleven, a affirmé au cours d'une conférence de presse devant les journalistes ici. Écoutez bien ce qu'il dit. Des groupes armés au nord du Mali, pourtant signataires de l'accord, ont un pied dans l'accord et un autre avec les terroristes. Nous avons aujourd'hui les preuves matérielles qui démontrent cette collision. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça, c'est pour nous donner un peu de satisfaction. Vous savez, les Africains, quand vous dites des choses, ils disent « Ah oui, Haïtien, Fodé. » Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a rien. Pendant ce moment, il y a un chef rebelle qui répond, toujours dans leur presse, parce que nous nous suivons tout depuis des années. Il dit, nous voulons un système fédéral
avec deux entités, car l'actuel système de décentralisation a montré ses limites. Avec les 2/3 du territoire, il faut trouver une formule pour qu'il y ait une forme d'alternance au sommet de l'État. Donc, une année, c'est les gens du Sud, c'est les Bamana, l'année suivante, c'est les Touaregs, après, c'est les Soreilles, les Sidibé, les Boubou. Tout le monde, je dis, chaque ethnie va réclamer d'être président, mais c'est la guerre ethnique qui commence chez nous. J'ai blagué avec un cousin d'Odo, j'ai dit, même les Dogons vont dire qu'ils vont être présidents au Mali. Mais les Soreilles ne vont pas accepter. Et puis la guerre ethnique est partie. Tous les cousins là, on va les mettre en guerre. Et on va se mettre à s'entretuer, des petites principautés ethniques. Pendant ce moment, ils vont continuer à exploiter l'or, comme actuellement. Vous savez qu'au nord, il y a des mines d'or qui sont exploitées. Il y a des milliers de Tchadiens et de Soudanais qui sont au nord. Personne ne va où se va ce or. Là où ça va, on le devine. Une partie des gens prennent, ils viennent à Bamako, ils viennent corrompre la chaîne. Les politiques, les militaires, les juges, et ils sont dans les institutions. Des vendeurs de drogue sont dans les institutions. Et notre pays attend, il y a un vacarme. Le pays démocratique, les cadres voyagent, ils ont des parfums. Mais la majorité des populations souffrent, on continue de les tuer. Les assassinats ciblés au nord, dès que vous avez une affaire, on vous élimine. On vient voir quelqu'un qui a une maison à 20 millions, on lui donne 50 millions, il saute là-dessus, il vend tout de suite. Et il va construire quelque chose loin. Donc dans 10-15 ans, qu'est-ce qui va arriver à Tombouctou et Gao et au nord, vous le savez très bien. Vous pouvez le deviner. Et voilà les choses qu'on nous dit. Mais heureusement pour nous, il y a un chef rebelle qui était ministre de la rébellion. Peut-être qu'il a le même président. Il dit ceci: la France nous avait donné son feu vert pour l'indépendance de l'Azawad. La France a demandé de l'aider à faire déserter tous les combattants touaregs qui étaient dans l'armée libyenne pendant la guerre de Libye et de bloquer le recrutement des Maliens au nord. En contrepartie, elle nous avait donné son feu vert pour l'indépendance de l'Azawad. C'est l'accord qui a été conclu avec la France. L'objectif était simplement d'affaiblir le gouvernement malien pour l'obliger à signer des accords de défense et ensuite s'octroyer des ressources minières. L'or, le phosphate, le gaz, le pétrole et surtout le bassin de Taoudeni, qui est une mer intérieure d'eau douce, ainsi que la baie de Thessalite, une zone stratégique convoitée par les Américains, mais aussi les Russes. Tout le monde peut avoir sa base. Ça, c'est une citation d'un haut responsable de la rébellion, qui était ministre dans leur gouvernement. C'est un jour de déception qu'il dit ça. Et le clou qu'il a donné, quand l'opération Serval est venue au Mali, vous vous souvenez très bien des propos du président français. Pour nous endormir, il dit que c'est le plus beau jour de sa vie politique. Le même va au Koweït en 2014. Il dit l'objectif de l'opération Serval était de détruire le terrorisme et restaurer l'intégrité territoriale du Mali. 2013. En 2027 ans après, le terrorisme qui était confiné au nord a envahi 80% du territoire malien, a envahi le Burkina, a commencé à descendre vers l'ouest. L'autorité du Mali, c'est eux qui ont empêché à Anefis, à l'armée malienne de rentrer. Et les Monembo Déon qu'on a aujourd'hui à la tête de l'État, certains d'entre eux étaient là-bas. Les ministres, les présidents, les ministres de la Défense, le patron du CNT, le président, c'était des hommes qui ont fait la moitié de leur vie au nord, en train de se battre. Ils ont tout vu, ils ont tout vécu, ils ont vu les trahisons, les doubles jeux. Et il y a des politiques ici qui se plaisaient à se moquer de notre armée. Vous savez, quand l'armée voulait rentrer en Nefis,
Quand on a voulu l'empêcher, les militaires maliens ont dit que même s'ils doivent mourir, ils vont rentrer. Est-ce que vous savez qu'on a manipulé une politique de Bamako à partir de l'Europe pour qu'il donne des ordres à l'armée malienne de ne pas rentrer à Kidal? Après, on vient dire, ah, au Mali, il n'y a même pas de militaires. Ils sont bons pour les coups d'État et les défilés. Ah, au Mali, dès que vous tirez, ils fuient. Et notre pays se retrouve dans la situation suivante. Je vais vous expliquer. Un mur qui veut tomber. Ça, c'est le Mali. Il y a quelqu'un qui vient tenir par les deux mains pour que le Mali ne tombe pas. Mais il a sa culotte qui n'est pas bien attachée. Et il y a des gens qui se moquent de lui derrière, qui tirent la culotte pour qu'on voit ce qu'il y a derrière. Les militaires maliens se trouvaient dans cette situation. Ou bien il tient le mur, il laisse enlever la culotte, ou il laisse le mur, il garde sa culotte. Les militaires maliens ont préféré laisser la culotte et garder le mur. Que le Mali ne tombe pas. Et le Mali n'est pas tombé. On a détruit l'armée de l'air. C'est ce qui me fait dire aux gens que l'armée de l'air est tombée par terre. Et l'armée de terre a foutu le camp en l'air. Il n'y avait plus rien. Un pays vaste comme le Mali, aussi longtemps qu'il n'y avait pas la suprématie dans les airs, il était impossible de gagner la bataille. Les avions nous les refusaient. Je donnais souvent le cas de Ndeliman aux gens. C'est un exemple illustratif, il y en a beaucoup. La MINUSMA finance une base militaire. Barkhane construit la base militaire. Et on a oublié de faire un forage. Donc les militaires maliens sortent, sont obligés, tout le monde sait qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir, à fortiori un ingénieur, pour savoir que dans le désert, le premier besoin de l'homme c'est l'eau. D'ailleurs, à tout moment, même au sud, partout le premier besoin de l'homme c'est l'eau. Les militaires maliens sont obligés de sortir pour aller chercher des puits dans les hameaux. Les terroristes les scrutent. Un jour, 3 militaires viennent dans un puits, puiser de l'eau. Les terroristes viennent en centaines, ils les tuent tous. Ils prennent leurs tenues, ils les portent, ils rentrent dans le camion, ils mettent des bonbons de gaz, des bonbons d'explosifs. Ils vont dans le camp, ils font exploser. Les militaires meurent. Ceux qui ne meurent pas font 7 heures de temps en train de chercher un appel. La MINUSMA a ses avions, Barkhane a ses avions, ils disent qu'ils ne sont pas venus pour ça. Quand on a fini de tuer tous les Maliens, on fait une fosse commune et puis on veut nous montrer des drapeaux à Gao, à Ségou. Des gens vont, ils tuent tous les gens au Gossabou, 140 personnes, des femmes, des enfants. Est-ce que vous imaginez, vous pensez qu'un Peul peut aller tuer des femmes enceintes, égorger des enfants? Est-ce qu'un Dogon peut le faire malien? S'il n'est pas drogué ou bien il est venu d'ailleurs, il a un autre objectif. Il n'y a rien, le président va, il pleure, il menace le chef d'état-major, tout le monde tremble et on attend la prochaine fois. Un jour on est à la télé, on voit le président, il nous dit, bon, on a des hélicoptères maintenant. On se rend compte de quoi? Le Mali a commandé 6. Il y a des hommes, des dirigeants qui se sont organisés pour détourner l'argent des 4. Les 2, c'est des vieux hélicoptères achetés au Mali qui appartiennent à des étrangers. On les a repeints pour vendre au Mali au neuf. Et l'armée n'avait rien. On continue à tuer les militaires et d'autres se moquaient de nos militaires. Au de Banabi. Comme j'ai dit, les monobodéons là, ça fait rire les gens. Ou Nana, on s'est équipé militairement sans faire du bruit de façon intelligente. Et on applique l'accord de façon intelligente. Les Touaregs et les Arabes du Nord n'ont rien demandé à personne. C'est des mouvements terroristes financés par des services spéciaux de certains pays qui viennent terroriser nos citoyens arabes et autres pour les amener. C'est comme au centre, les peuples comme on les a eu. Parce que vous savez, le peuple a cette grande capacité d'oubli. Et les autres comptent sur ça. Est-ce que vous savez que 2015, 14, 15, début 2016, c'est les peuples qu'on tuait partout.
Tous les chefs traditionnels peulent, les marabouts peulent. On les fait des assassinats ciblés jusqu'à terroriser les peuls. Quand ils se sont recroquevillés sur eux-mêmes, maintenant on va dans les hameaux, on met du feu dans les hameaux d'Ogon et on fait semblant de se cacher sur les peuls. Le sang coule une fois, deux fois, c'est du poison. Le pouvoir fait quoi? Il sous-traite la sécurité. Tout pouvoir qui sous-traite la sécurité va le regretter, tôt ou tard. Certains l'ont essayé au nord, on a armé certains Touaregs contre d'autres pour des raisons politiques, parce qu'ils n'ont pas voulu voter pour eux. On a donné des armes à ceux qui ont voté pour eux. Est-ce que vous savez qu'au nord, il y a un député qui avait été élu avec 80% des suffrages? Combien de votants il y a eu là-bas? 5 votants dans le cercle. Sur les 5, il y a un qui a voté contre lui et 4 votants en sa faveur, dans lui-même. Donc 3 personnes ont voté. Le monsieur a siégé dans les institutions de la République pendant des années. Continue à narguer le Mali. Et c'est pour cela que moi j'ai félicité le président du Conseil national de transition et tous les membres d'avoir sanctionné ces pratiques. On ne peut pas être en train de prendre l'argent du Mali et combiner avec les terroristes. Or, certains sont dans ça. C'est pourquoi j'ai dit, il n'est plus question que le Mali engraisse ses ennemis. J'ai abrogé ce décret-là qui donnait des primes à des gens qui sont plus payés que le président de la transition. Et ils étaient dans les réunions, 2, 3, 4 salaires, 2 millions, 1 million. Mais ça, c'est quoi ça? Le décret, il est abrogé. Maintenant, il y a des Touaregs et des Arabes qui sont fidèles à la République du Mali. Ils ont l'impression qu'ils sont délaissés. J'ai dit aux Sonraï, aux Touaregs, aux Arabes, aux Peuls, d'aller régler leurs problèmes avec le ministre de la Réconciliation. Seuls les militaires vont nous donner la liste de ceux qui ont droit à cette prime-là. Et j'étais content l'autre jour de voir à la télé le ministre de la Réconciliation recevoir les mouvements signataires, les patriotes, ceux qui sont proches du Mali. Ce n'est qu'eux qui donneront la liste. Sans la liste venue des militaires, là, personne n'aura de primes encore. Comme je dis, on ne va pas engraisser des gens qui vont nous tuer du jour au lendemain. Mais non, ceux qui aiment le Mali, on va les aider comme on peut. Et cette histoire de prendre 3, 4 salaires, là, ça c'est terminé. Vous êtes des retraités, vous avez travaillé souvent 40, 50 ans. Vous avez votre maigre salaire. Et sur l'argent du pays, il y a un individu qui a 3, 4 salaires. Il se retrouve à 4 millions par mois, il dort, il se lève tous les matins, parce que lui, il est dans les mouvements rebelles. Mais ça, c'est terminé. Maintenant, le clou, je vais finir par ça. Vous savez, lorsque on a créé à l'insu du peuple malien l'opération Barkhane, parce que beaucoup ne savent pas que le Mali a autorisé Serval, il y a une lettre qui n'a pas été respectée. Mais Barkhane, c'est venu comme ça. C'est pourquoi je dis que c'est à l'insu du peuple malien. Takuba, c'est à l'insu du peuple malien. G5 Sahel, c'est à l'insu du peuple malien. On se lève seulement, on attend dans les médias que le président français a décidé que, quand il est allé à l'OTAN, on lui a dit, mais G5 Sahel, est-ce qu'ils ont une base légale? Mais il n'y en avait pas. C'est pourquoi il est sorti pour menacer les présidents de venir à Pau signer. Il les a menacés, ils ont tous couru pour aller signer. C'est à partir de ce moment qu'il a une base légale, c'est-à-dire a posteriori. Quand on nous a amené Takuba, Takuba avait l'autorisation de venir, mais le déploiement des forces militaires doit être convenu avec l'État. C'est comme si quelqu'un vous invite en Europe. Il vous faut après le visa. Et les gens se sont réveillés, ils sont venus à Menaka. Beaucoup de pays européens voulaient transformer Menaka en un lieu d'entraînement des forces spéciales. Le gouvernement de transition de la rectification, je dis, leur a demandé, mais où est votre visa? Visa tout boulot, quand ils ont l'autorisation depuis l'ancien président. Mais on dit ça, c'est l'autorisation, mais le visa, vous ne l'avez pas. Mais on leur a dit de rentrer chez eux. Ils ont voulu faire du bruit. Nous, on les a renvoyés. Personne ne va sur notre territoire sans visa. Takuba, Tara, Foy, Moboala. G5 Sahel. On dit G5 Sahel, Burkina, Niger,
Tchad, Mali, Mauritanie. Et notre tour arrive pour présider. C'est un pays européen qui dit qu'on ne va pas au Mali. On dit, mais ça, c'est quoi ça? Mais si c'est ça, si on appartient à nous-mêmes, ayata kata ga bonkuna. Ayata kata, munde bora, chez Mouliga Bafankam. Takuba Tara, j'ai 5 Tara, Serval Fanatara. Serval, je vais vous dire, lorsque Serval s'est transformé en Barkhane à l'insu des Maliens, je vais vous dire, c'est que le général, le patron des forces armées françaises, quand la base de Barkhane s'est installée à Faya-Larjou, au Tchad, il est venu faire le tour des troupes. Vous savez ce qu'il leur a dit à la fin? Il leur a dit que nous étions venus ici il y a 100 ans. On nous a renvoyés d'ici il y a 60 ans. Maintenant que nous sommes revenus là, c'est pour 100 ans. C'est ce qu'il a dit à ses soldats. Donc il n'y a que nous les Africains qui ne comprenons pas ce qui se passe chez nous. On vient étendre le terrorisme, les Maliens sont là, les cadres voyagent, ils dansent, ils ont des doubles 4 nationalités. Comme je dis, certains cas, ils se baissent derrière la nationalité qui tombe là, ils cachent les autres par celles dont ils ont besoin. Et ils se retrouvent dans les gouvernements. 3, 4 nationalités. Mais ça, c'est quoi ça? Est-ce que pour servir un pays, il faut être seulement président? On peut rendre service à un pays sans être président. Mais président d'un pays, 2, 3, 4 nationalités. Mais ça, c'est quoi ça? C'est en Afrique qu'on a vu des choses comme ça. Et on étend le terrorisme. Ça quitte le Mali. Celui du Burkina qui a voulu le faire pour leur compte. Je vous ai dit ce que Dieu a décidé. Celui de Mauritanie qui a voulu le faire aussi, Dieu s'est occupé de lui. Le terrorisme s'est répandu maintenant Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Ghana. Et l'autre, j'entends le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne dire qu'ils sont allés donner au Ghana pour 600 millions d'euros de matériel militaire pour lutter contre le terrorisme. Mais le terrorisme, c'était au nord du Mali quand vous étiez venus. Et puis pourquoi vous ne donnez pas ces 600 millions d'euros au Ghana pour faire des routes, pour développer? Mais c'est pour acheter des armes. Est-ce que les Africains comprennent? La réalité, c'est prévu dans 15, 20, 30 ans. Après que tous les dirigeants corrompus là ont quitté la scène, certains sont même morts, les Africains vont se mettre dans des guerres ethniques. Entre les ethnies, des principautés ethniques vont se tuer comme dans l'Est de la RDC. Pendant ce moment, les sociétés minières vont venir tout exploiter. Comme je vous dis, actuellement, il y a des sociétés qui exploitent l'or au Mali. Des milliers de Tchadiens, de Sénégalais sont là. Pas de Sénégalais, mais des Soudanais sont là. Ils exploitent l'or. Où va l'or? Les Maliens ne savent pas. Nous, on est en train de parler seulement de terrorisme. Mais il y a des avions qui viennent atterrir, qui vont avec ce qu'ils savent. On ne sait même pas. Ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, nous avons dit que personne ne va survoler notre territoire sans notre autorisation. Ni nana, on te fait retourner ou bien on te fait descendre. Mais avant, des avions venaient. Quand l'aéroport leur demande où est-ce que vous allez, ils éteignent le transpondeur. Ils viennent descendre au Mali, ils font ce qu'ils veulent. Ils s'envolent, ils s'envolent. Ça, c'est fini aujourd'hui. Tu viens chez nous, là, on te fait descendre. Et puis, tu t'expliques. Si tu n'arrives pas à t'expliquer, là, on te met à la disposition de la justice. Je voulais vraiment vous expliquer ça. Ça a été long, mais les Maliens ne comprennent pas ce qui se passe. Les Africains ne comprennent pas. Ce discours-là, ce n'est pas seulement aux Maliens. C'est pour les Africains. Tous ces pays ont dit qu'il y a le terrorisme, pirti-parta, là, il n'y a rien. C'est fabriqué chez eux. C'est une forme de nous coloniser encore. Vous avez la RDC depuis 2018. Les Nations Unies ont pris une résolution pour qu'ils quittent la RDC, la MONUSCO. Mais ils sont là-bas encore. Motayoroshi. Nous avons dit départ sans délai. Les gens ont négocié 6 mois. Et à la fin des 6 mois, là, au Betaka, ils ont dit qu'on n'osera pas le faire. Nous, on sait ce qui se dit dans les coulisses. Notre président, notre ministre de la Défense, nos chefs militaires, les soldats sur le terrain qui sont dans le soleil, dans la faim, ils se battent dans la poussière.
Ils ont dit qu'avec l'appui du peuple malien, Oubetaga, le 31 décembre, ils vont quitter notre pays. Et les Maliens doivent savoir, prenez votre destin en main. Personne ne viendra vous faire votre bonheur. On nous habitue à la jouissance, à la danse, à la consommation, mais le fond, c'est pour nous dominer. C'est ce que les Maliens ont refusé. C'est pour cela que là, toute l'Afrique est en train de vous regarder. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Les Monobodons là sont fiers de sortir de vous. Et vous, vous êtes sortis de Sonia Alibert, de Askia Mohamed, de Firoun, de Babemba, des autres. Le Mali est un peuple réfractaire à la suggestion. Et c'est au Mali que le colonialisme a eu plus de problèmes. Dans certains pays, ils les ont colonisés en 6 mois, 1 an. Mais chez nous, 38 ans de guerre. Du 22 septembre 1878 à Caille, à la bataille de Sabousouri, au 16 mai 1916, avec la bataille d'Andramboka. 38 ans. Pendant les 38 ans, personne n'a accepté la soumission. Il y a toujours des révoltes. Les Touaregs, les Bobos, les Bella, les Sénoufous, ils n'ont jamais eu la paix dans notre pays. C'est pourquoi j'ai dit, un invité, on a causé, il m'a dit, et on a convenu. Le colonialisme, il s'est ancré en Afrique. Son tombeau sera en Afrique. C'est l'Afrique le berceau de l'humanité. C'est l'Afrique le tombeau du colonialisme. Et c'est pourquoi les Maliens, vous ne devez pas baisser les bras. Nous n'avons aucun ennemi. Il y a des milliers de Français qui sont avec le Mali. Les Maliens qui vivent en France, c'est nos compatriotes. Ils vivent, ils travaillent. Ils enrichissent la France et nous aussi. Et c'est un gouvernement responsable va se mettre contre la France comme ça. Jamais. Mais ce que les Maliens n'acceptent plus, c'est de recevoir des injonctions, des ordres pour nous dire ce qu'on doit faire. Et c'est pourquoi notre président a défini 3 principes cardinaux que nous répétons, moi je le dis à tous les ambassadeurs. Respect de la souveraineté du Mali. Respect du libre choix de ses partenaires stratégiques. Si nous n'avions pas choisi la Russie, nous n'allons pas avoir autant d'hélicoptères. Si nous n'avons pas choisi la Chine, la Turquie, nous n'allons pas avoir des drones, des choses pour nous battre aujourd'hui. Et j'ai dit que le 3e principe du président, il nous a édicté, et ça doit être connu de tous les Maliens, c'est défendre de façon obstinée les intérêts du peuple malien. Aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir des centaines de milliards qu'on a donnés à des individus, pas de faux contrats. Hier seulement, vous avez entendu à la télévision, concernant les plaques d'immatriculation, pendant près de 30 ans, tout ce qui vient va à des individus. L'État malien n'a rien là-dedans. Ça, c'est terminé. Ces bases militaires, là où on est en train d'exploiter l'or, là, quand on va mettre de l'or là, on va prendre l'or pour nous-mêmes. Ça ne va plus rentrer dans des avions et aller ailleurs. Donc il faut qu'on se batte pour ça. Mais ça a besoin de votre compréhension. Parce que qu'est-ce qu'ils jouent? Ah, les salaires sont bas, les Africains sont habitués. Mais chez eux, toutes les grandes nations que vous voyez là, elles se sont construites sur la douleur à un moment donné de leur histoire. Elles sont construites sur le modèle de l'organisation militaire, le travail, la discipline. Mais quand ils viennent chez nous, on dénigre l'armée, on dénigre les militaires. Mais chez eux, les 2 grands hommes les plus illustres de la France, c'est Napoléon et De Gaulle, ce n'est pas des militaires. Les autres nations, quand c'est chaud, ils portent des tenues militaires. Churchill, c'est devenu un militaire. Les États-Unis, leur premier président, c'est Washington. C'était un président. Mais chez nous, on dénigre. Ça, c'est travailler le cerveau des intellectuels. Il faut que nous sortions de ça. Vous voyez le Radio France Internationale, BBC. Nous, quand on était petits, dès qu'on se réveille, on ouvre Radio Mali, les nouvelles. Même maintenant, là, quand un intellectuel se réveille, vous êtes tous là. Première chose, RFI, Abé Moufo. On ouvre la télé, on va sur France 24. Quand tu es dans un pays anglophone, tu vas sur BBC, sur CNN.
Et au fil des années, ça formate la façon de penser, l'esprit, l'orientation. Et dans quelques générations, c'est fini. Mais au Mali, au début, les gens pensaient que si on ferme RFI et Fanzanka, qu'ils vont mourir. Mais Machima Sao, on les a fermés. Tout le monde s'est habitué maintenant à trouver les informations ailleurs. Donc, on a renvoyé tous ces gens-là. À l'ONU, ils ont dit qu'on n'osera pas faire partir Barkhane. Il y a des pays qui ont dit que le Mali n'osera pas. Nous avons dit qu'on va oser. Et depuis qu'on a pris la base de Ber, c'était leur plaque tournante. On prenait les impôts, les populations du Nord étaient presque esclavagisées. C'est comme une arête dans leur gorge. Et c'est pour cela que, quand on s'entend avec la MINUSMA, qu'on se réveille ensemble pour faire nos affaires à midi, la MINUSMA se réveille à 6 h, elle quitte. Après, elle nous téléphone. Moi, je suis déjà parti. À qui vous avez remis la base? Nous, on a laissé. On ne sait pas qui prend. Mais on sait que c'est pour donner aux rebelles. Mais ces bases-là, nous allons les prendre où? Les rebelles-là ne font rien à attendre. L'armée a décidé qu'on va prendre ces bases-là. Les bénédictions des Maliens ont décidé qu'on va prendre ces bases. Et rien ne sera plus comme avant. Ça n'est trop pour notre pays. 30 ans, des valises d'argent, des gens qui n'ont aucun sentiment patriotique. Ça, c'est fini. Il faut s'occuper des vrais patriotes, qu'ils soient arabes, touaregs, éviter l'amalgame, soutenir notre armée. Vraiment, c'est à cela que je voulais vous appeler. J'ai été très long sur ça, mais c'était nécessaire que vous le sachiez. Merci beaucoup. Et je vais revenir maintenant, c'est sur ce, mesdames et messieurs, je déclare ouvert les travaux du forum sur la problématique de la retraite, bien que j'ai parlé beaucoup plus. Merci bien là,